Saviez-vous qu'il existait un lien entre certains vaccins et l'avortement? Pourquoi certains vaccins dépendent de l'utilisation de cellules prélevées d'organes d'enfants à naître avortés? Et pourquoi ces enfants à naître sont très probablement encore vivants et même capables de ressentir la douleur lors du retrait de leurs organes? Mais avant de continuer, je vous invite à aimer cette vidéo, la partager et vous abonner à notre chaîne. Je veux mettre une chose au clair. Si je vous démontre aujourd'hui un lien entre la fabrication de certains vaccins et l'avortement, ce n'est pas dans le but de remettre en question tous les vaccins. L'utilité ou même les dangers potentiels des vaccins généralement est un tout autre sujet, un tout autre débat que je ne veux pas aborder directement aujourd'hui. Mon but dans cette vidéo est simplement de vous montrer qu'il existe un lien entre certains vaccins et l'avortement et de discuter ensuite de ce qu'une personne de bonne volonté devrait faire face à une telle situation. Avant de démontrer qu'il existe un lien entre certains vaccins et l'avortement, il faut d'abord comprendre comment fonctionne un vaccin en général. Le principe est assez simple. Pour éviter une maladie, on entraîne le système immunitaire de son corps à se défendre d'un virus ou agent infectieux en introduisant dans son corps, souvent par injection, une forme atténuée de ce même agent. La substance contenant la forme atténuée de la maladie, normalement injectée, s'appelle vaccin. Or, pour créer une forme atténuée d'un quelconque virus, il faut souvent faire pousser ce virus en laboratoire, car avec suffisamment de virus isolés et des autres entités, on est en mesure de manipuler le virus pour en obtenir la version atténuée, pouvant servir pour le vaccin. Mais pour faire pousser et multiplier le virus, il faut une culture de cellules qui agit un peu comme la terre dans laquelle poussera le virus. D'où vient cette culture de cellules? Pour faire pousser les virus, elle provient de toutes sortes d'organes d'humains et d'animaux. Chez les humains, par exemple, le placenta, la thyroïde adulte, le prépuce d'un nouveau-né ont tous été des sources de cellules utilisées en culture. Pour les animaux, ces cellules peuvent venir des singes, des souris, des lapins, des embryons, de poussins, etc. Mais un type de cellule en particulier a des propriétés spéciales qui semblent en faire un médium idéal pour l'expérimentation et l'utilisation pour la culture, les cellules d'enfants à naître. Entre autres, ces cellules ont l'avantage d'être humaines, donc un médium propice pour faire croître des virus qui affectent les humains. Surtout, c'est la jeunesse de ces cellules qui intéresse les chercheurs, car avec ces jeunes cellules, on peut plus aisément créer des lignées de cellules immortelles, soit des cultures de cellules qui peuvent se multiplier indéfiniment pour plusieurs décennies. Une telle lignée de cellules, nommée HEK293, existe depuis les années 70 et est encore utilisée aujourd'hui, notamment dans le développement et les tests de vaccins anti-COVID à mRNA. Les cellules en question sont nommées HEK pour la raison qu'elles ont été prélevées du rein d'un enfant à naître, Human Embryonic Kidney. Selon le chercheur Alvin Wong, citant le Dr Alex van der Ebb, qui a participé au développement de la lignée de cellules HEK293, il s'agit d'un enfant à naître avorté aux alentours de l'année 1972. Au dire d'Alvin Wong, l'avortement est probablement induit et non une fausse couche, étant donné la nécessité d'avoir des tissus en santé, c'est-à-dire les fausses couches étant souvent le résultat de défectuosité génétique quelconque. Aussi, l'avortement a probablement été provoqué car les tissus doivent être extrêmement frais. L'auteur Pamela Acker, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière en tant que chercheuse dans un laboratoire qui utilisait des cellules HEK293, affirme que l'exigence de fraîcheur est telle que le tissu doit être traité quelques minutes seulement après l'avortement, ce qui indique une concertation entre les avorteurs et les scientifiques. Elle cite le Dr C. Ward Kircher, PhD, qui a affirmé, selon Deborah Vinage de l'organisme Children of God for Life, que l'avortement doit être préarrangé afin que les tissus soient adéquatement préservés immédiatement après l'avortement. De dire le Dr Kircher, afin de maintenir 95% des cellules, le tissu vivant devrait être préservé dans les 5 minutes suivant l'avortement. En 1 heure, les cellules continueraient à se détériorer, rendant les spécimens inutiles. Finalement, l'exigence de fraîcheur des cellules est telle qu'il est fort possible que l'enfant à naître soit même encore vivant au moment de l'extraction de ses organes. Le docteur Gonzalo Herranz, qui a été professeur d'histologie
et d'embryologie générale à l'Université de Navarre, en Espagne, décrit comme suit comment devrait idéalement être pratiqué un avortement lorsque du matériel fœtal est extrait. La bonne manière consiste à avoir recours à la césarienne ou à l'ablation de l'utérus. C'est la seule façon de garantir la stérilité bactériologique. Dans les deux cas, donc, pour obtenir des cellules embryonnaires à mettre en culture, il faut adopter un avortement programmé en choisissant l'âge de l'embryon et en le disséquant de son vivant pour prélever des tissus à placer dans un milieu de culture. Si le fait que des échantillons de tissus puissent être prélevés d'enfants avortés montrant encore des signes de vie peut profondément secouer, voire mettre en doute la véracité du contenu de cette vidéo, des chercheurs des années 50 œuvrant à élaborer un vaccin pour la poliomyélite décrivirent également comment les enfants à naître avortés pouvaient montrer des signes de vie longtemps après leur avortement. Et je cite, « Des embryons humains de 2 mois et demi à 5 mois de gestation ont été obtenus auprès du service de gynécologie du Toronto General Hospital. Ils ont été placés dans un conteneur stérile et rapidement transportés au laboratoire de virus de l'hôpital adjacent pour enfants malades. Dans de nombreux embryons, le cœur battait encore au moment de la réception dans le laboratoire de virus. En passant, les enfants à naître dont parlent ces scientifiques n'étaient pas de simples embryons, car ils avaient, au dire de ces mêmes chercheurs, entre 2 mois et demi et 5 mois de gestation, bien au-delà du stade embryonnaire. Donc, il est impossible d'écarter l'hypothèse selon laquelle les enfants avortés, dans le cadre d'expériences visant à mettre au point un vaccin, montrent encore des signes de vie lorsque des tissus sont prélevés de leur personne. Fait encore plus inquiétant, les recherches publiées en 2020 du professeur Stuart Derbyshire de l'Université de Singapour, citées par Maureen Condic du périodique National Review, affirment que la douleur peut être ressentie chez le fœtus après seulement 12 semaines ou 3 mois de gestation, étant donné l'âge des fœtus donateurs d'organes. Entre 2 mois et demi et 5 mois, selon le rapport que je viens de mentionner, il est possible que ces enfants à naître dont on prélevait des organes de leur vivant pouvaient ressentir la douleur atroce de cette opération. Maintenant s'impose une autre question. La mise au point d'un vaccin élaboré à l'aide d'une lignée de cellules tirées d'un enfant avorté requiert-il seulement un ou bien plusieurs avortements? La réponse dépend du vaccin en question et donc de la lignée de cellules utilisées, mais en général, beaucoup plus d'1 ou 2 enfants avortés sont obtenus en vue de l'élaboration des lignées de cellules utilisées pour la fabrication de plusieurs vaccins. Voici quelques exemples cités dans un article de Pamela Acker. 1. La lignée cellulaire WI38, utilisée dans les vaccins ROR ou contre le Zona, provient du 32e bébé qui a été utilisé dans une série d'expériences. 2. La lignée MRC5, utilisée dans les vaccins contre l'hépatite A, la rougeole et le Zona, a nécessité 5 avortements avant de se développer. 3. Walvax2, une lignée cellulaire fœtale avortée plus récente, provient du 9e bébé avorté d'une série. 4. RA273, qui est le virus utilisé dans le vaccin contre la rubéole, provient du 27e bébé avorté dans le but de trouver le virus, 40 autres enfants à naître avortés volontairement ayant été utilisés quand même après l'obtention de cette culture. En d'autres mots, chaque vaccin cité a impliqué l'utilisation de nombreux enfants avortés, même si la lignée de cellules elle-même, celle qui a réussi après tant de tentatives infructueuses, ne provient généralement que d'un seul enfant à naître. Alors, devrait-on quand même prendre un vaccin fabriqué à l'aide d'enfants avortés? Certains estime qu'il est acceptable de le faire puisque les avortements ont été commis à la demande de la mère pour des raisons personnelles et non dans le but d'utiliser la dépouille de l'enfant à des fins pharmaceutiques. La personne qui prend le vaccin n'est donc pas responsable de proche ou de loin de l'avortement, bien qu'il soit vrai que l'enfant aurait probablement été tué indépendamment de son utilisation comme matériel pour l'élaboration de vaccins. C'est à se demander si le fait de profiter de la mise à mort d'un enfant à naître et de l'exploitation de son corps est admissible, surtout dans les cas où la maladie à éviter n'est pas particulièrement redoutable ou qu'il existe pour l'atténuer de diverses alternatives thérapeutiques. Car dans les cas où un vaccin associé à l'avortement est utilisé pour contrer une maladie pas si redoutable
ou pour laquelle il existe des alternatives thérapeutiques éthiques, il semble que de prendre un tel vaccin devient un geste moralement condamnable. Aussi, l'utilisation fréquente des enfants avortés pour la fabrication de vaccins ou autres produits ne banalise-t-elle pas l'avortement à un tel point que celui-ci risque d'être perçu tout au moins comme un mal nécessaire, voire un bien? N'est-ce pas là une inversion complète de la morale? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez profité de cette vidéo, merci de l'aimer, la partager ainsi que de vous abonner à notre chaîne. Ici Georges Bouchemi de Campagne Québec Vie. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.